l'information, je vais demander à l'équipe de se présenter. Donc, Éric, si tu veux bien commencer. Bonjour à toutes, mon nom est Éric Lemieux, je suis économiste principal à la PCQ. Je vais aussi répondre directement au chat, donc si vous avez des questions sur la présentation, n'hésitez pas, je vais essayer de répondre le plus possible. Et si c'est des questions un peu trop longues, je vais répondre sûrement à la fin de la présentation. Donc on est là pour vous aider et pour vous servir. Maïka, à toi ma chère. Bonjour tout le monde, mon nom est Maïka, je suis analyste du marché immobilier pour la PCQ. Je me suis joint à l'équipe tout récemment au mois de mars, mais comme Éric disait, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la boîte stats à commercial à PCQ. Souvent, c'est moi qui vais répondre ou Éric, donc n'hésitez pas à me contacter pour plus de détails. Quand c'est bien répondu, c'est Maïka. Donc, Éric se chargera un petit peu d'être la personne pivot aujourd'hui pour les échanges, pour recueillir vos commentaires, puis poser les questions. On posera tous nos questions, mais Éric animera davantage donc la session. Les différents membres de l'équipe vont présenter à tour de rôle leur section dans la présentation. Donc, je voulais au départ vous rappeler les services de l'analyse du marché, donc les informations que nous publions sur le site Internet et sur l'extranet. Donc, tout d'abord, le baromètre du marché de la revente par RMR, que vous connaissez certainement. C'est finalement notre document de référence qui va vraiment en détail, secteur par secteur, et bon, dans toutes les régions, toutes les RMR et dans le détail des secteurs des RMR. Nous publions aussi des statistiques mensuelles, donc chaque mois, vous pouvez avoir accès donc à l'information. Nos statistiques mensuelles sont généralement accompagnées d'un communiqué de presse qui détaille plus en particulier donc, les tendances ou ce qui se passe sur le marché. Nous vous réservons aussi une rubrique d'information économique qui fait le suivi des indicateurs de marché, mais aussi qui relève un petit peu toute l'information qui peut être pertinente, qui est issue de diverses instituts de recherche ou d'institutions financières. Donc, importante pour comprendre aussi le marché et vous accompagner dans votre exercice. Enfin, nous préparons à l'occasion des analyses plus approfondies pour comprendre davantage ce qui se passe sur le marché, approfondir certains points qui peuvent avoir des impacts à plus long terme et aussi on publie nos prévisions. Donc, nous sommes à votre service et nous répondons à vos questions de marché de manière quotidienne. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui vous sera présentée en fin de présentation. Alors, notre but au service d'analyse du marché, c'est vraiment de vous présenter des statistiques agrégées pour avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est très important. Puis toute cette agrégation de statistiques se fait évidemment de manière avec des méthodes statistiques validées et tout à fait fiables. Nous vous proposons aussi des statistiques de marché plus détaillées par secteur géographique, comme je vous le mentionnais plus tôt, et qui vous permettent évidemment de vous accompagner sur le terrain. Les principales données analysées sont les suivantes, donc vous le savez bien, les ventes, nouvelles inscriptions, inscriptions en vigueur, prix, donc prix médian notamment, les délais de vente et certains ratios, dont le temps d'écoulement de l'inventaire pour permettre de positionner le marché dans son cycle, et aussi les taux de surchauffe. Ça, c'est quelque chose qu'on vient d'introduire et qui sont très utiles, qui ont été très utiles au cours des derniers mois à Montréal, comme vous le savez. Les concepts d'analyse de base sont les suivants, je vous les rappelle rapidement. Donc, il y a de la saisonnalité dans l'immobilier. C'est pour ça qu'on compare toujours les statistiques d'une période à la même période de l'année précédente, là, pour éviter le biais de saisonnalité. La règle des 30 transactions, ça veut dire qu'au-dessous de 30 transactions, nous ne présentons pas les statistiques. C'est pour ça que dans certains tableaux, il peut y avoir des étoiles.
L'écoulement de l'inventaire en vigueur, bon, ça, comme je vous le disais, c'est un concept qui va vous être rappelé un petit peu plus en détail dans la suite de la présentation pour vous présenter les conditions de marché et positionner le marché dans son cycle. Puis, nous utilisons le prix médian. Nous favorisons l'utilisation du prix médian par rapport au prix moyen. Vous savez que le prix médian permet, contrairement au prix moyen qui est pas mal influencé par les transactions qui sont aux extrêmes, le prix médian permet de s'assurer que pour un prix donné, on a autant de transactions au-dessus de ce prix qu'au-dessous de ce prix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous allons lancer un nouvel indice des prix des propriétés pour la RMR de Montréal. Donc ça va permettre un suivi beaucoup plus précis des prix. Cet indice, on va le lancer au courant des prochaines semaines. Il permettra d'éliminer le biais de saisonnalité. Vous allez pouvoir comparer l'évolution des prix d'un mois successif à l'autre. Donc ça, c'est une bonne avancée. Ça permettra d'établir un juste prix pour chaque sous-secteur et sous-catégorie de propriété très en détail. Et finalement, ça permettra une comparaison fiable et plus consistante des prix de Montréal avec les autres grandes villes canadiennes. Donc ça va être un outil très important pour les investisseurs qui leur permettront finalement de comparer des pommes avec des pommes, les autres villes canadiennes avec Montréal sous des bases tout à fait comparables. Alors, la présentation là va s'articuler en cinq sections. Je vais d'abord faire un rapide rappel du marché de l'évolution du marché de Québec pour savoir d'où on part. Ensuite, Maïka vous présentera la situation pré-Covid du marché de l'Est, de la partie ouest du regroupement, de la partie qui concerne le regroupement Est de Montréal. Ensuite, Éric vous parlera de l'impact de la crise sanitaire sur le marché en tant que tel et vous présentera donc le positionnement du marché qui vous concerne, de votre secteur dans son cycle immobilier. Par la suite, je terminerai en vous présentant finalement l'impact de la crise économique qui devrait s'abattre un petit peu sur notre marché au cours des prochains mois et les perspectives de marché à plus long terme. Donc, je vais vous faire un rapide rappel de l'évolution du marché du Québec. Comme vous le savez, nous connaissons depuis plusieurs années, 3 années plus précisément, une forte accélération des transactions immobilières sur le marché québécois. C'est tout à fait cohérent avec la forte croissance économique que nous connaissons depuis quelques années. Donc, c'est sûr qu'en 2019, nous avons connu un pic avec 12% de croissance, un pic qui nous rapproche des 100 000 transactions, donc quelque chose d'assez historique. C'est sûr que la région de Montréal a contribué à cette performance. Ceci étant dit, c'est surtout les régions périphériques à l'île de Montréal, parce que l'île de Montréal, en tant que telle, a connu une augmentation de 4% seulement de ses transactions en 2019. Parallèlement, on connaît une forte chute des inscriptions, donc ça, c'est un élément très important et c'est effectivement tout à fait quelque chose qu'on enregistre dans la région de Montréal et notamment sur l'île de Montréal. Donc ça, cette baisse des nouvelles inscriptions, des inscriptions en vigueur plus exactement, implique une accélération de la croissance des prix. Maïka, si tu peux. Merci. Si on le regarde de manière plus générale à l'échelle provinciale, on voit que la progression des prix se fait de manière tout à fait linéaire depuis le début des années 2000, sans véritable fluctuation, malgré les embûches qui sont présentées sur le marché. Mais depuis les 3 dernières années, on voit une accélération, puis cette accélération, elle est surtout connue, enregistrée dans la région métropolitaine de Montréal et sur l'île de Montréal et aussi la périphérie en 2019. Donc, je vais laisser la parole à Maïka qui va vous faire un état du marché pré-Covid.
du premier trimestre. Merci, Charles. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la carte dont il va être question tout au long de la présentation. Ici, on a l'Est de Montréal, donc on va essayer d'y aller le plus précis possible en vous présentant les secteurs qui vous concernent. Et puis, c'est sûr que à certains endroits, par contre, on va vraiment vous parler de l'île de Montréal au complet lorsque les statistiques ne seront pas disponibles, mais le plus souvent possible, on va y aller par secteur. Donc, tout d'abord, si on regarde la performance d'avant-crise, au niveau démographique, là, on parle vraiment de l'île de Montréal, de la région administrative plus précisément. Donc, on voit qu'il y avait une tendance à la hausse de la population au cours des 5 dernières années. En 2019, on a enregistré une croissance de 1,7 %, ce qui est supérieur à la moyenne provinciale. Le Québec a enregistré une croissance de 1,2 % seulement. Et puis, l'Institut de la statistique du Québec prévoit que cette croissance-là va se poursuivre, surtout dû à l'accroissement naturel qui va être positif et ce qui distingue beaucoup de régions, en fait, qui distingue, Montréal de beaucoup de régions. Donc, le nombre de naissances par rapport au nombre de décès qui va être positif. Au niveau de l'emploi, la situation se portait très bien au premier trimestre. On avait un taux de chômage qui était très bas en début d'année à 7,4 %, ce qui est par contre un peu plus élevé que la moyenne provinciale, mais toujours très bon pour Montréal. Les taux d'intérêt aussi étaient très bas, à 5,04 %. Les taux ont par contre évolué depuis, se situent environ à 4,94 % maintenant, mais c'était un creux historique pour ce qui est des taux 5 ans. Vous le savez sans doute, par contre, les clients pouvaient négocier des taux qui étaient beaucoup plus bas auprès des institutions financières. On parlait de 2,4 %, 2,45 %. Maintenant, pour ce qui est des statistiques immobilières, ici, on a vraiment les statistiques qui regroupent les secteurs de l'Est de Montréal. Donc, on a les ventes résidentielles au premier trimestre. Donc, on a enregistré 2576 ventes résidentielles, ce qui était une croissance de 8 % par rapport à un an plus tôt. Vous le savez certainement, en immobilier, il y a de la saisonnalité, donc toujours très important pour obtenir un pourcentage de croissance, de comparer le trimestre en cours avec le même trimestre l'année dernière. Ce n'est pas seulement le cas pour les ventes, mais aussi pour les nouvelles inscriptions et pour les prix. Maintenant, pour ce qui est des nouvelles inscriptions, on a enregistré 3 399 propriétés qui ont été mises sur le marché de janvier à mars de l'année. C'était une diminution de 13 % par rapport à l'année dernière. Donc, une tendance qui était vraiment à l'opposé des ventes, une diminution au cours des derniers trimestres. Lorsque ces deux phénomènes-là sont combinés ensemble, donc on a une diminution des nouvelles inscriptions et que les ventes augmentent à un rythme assez important, on a un resserrement de marché. Ça, on va le voir un petit peu plus tard en détail avec mon collègue Éric, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ça crée des pressions à la hausse sur les prix. Comme on peut le voir ici, l'unifamilial a enregistré un prix médian de 436 250 $ au premier trimestre, ce qui est une croissance très importante de 19 % par rapport à un an plus tôt. C'est le même son de cloche pour les autres catégories de copropriété. Pour ce qui est de la copropriété, on a enregistré une croissance de 21 % pour l'Est de Montréal, avec la moitié des unités qui ont été transigées à plus de 372 000 $. Et pour les Plex, une croissance de 15 % avec un prix médian de 660 000 $. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Éric qui va voir avec vous l'impact de la crise sanitaire sur le marché. Bonjour à tous. Comme vous savez, il y a eu un impact. Pour le regroupement Est de Montréal, on a décidé de regarder les graphiques de 3 manières différentes et de prendre des catégories de bâtiments différents. Donc, on va premièrement regarder les unifamiliales, les copropriétés et ensuite les propriétés à revenus. Sur la page que vous voyez présentement, ce sont les ventes unifamiliales. Le tableau de gauche, ce sont les ventes cumulatives par journée du 1er mars jusqu'au 30 avril. Il y a deux couleurs. La couleur foncée, c'est l'année 2020. La couleur pâle, c'est l'année 2019. C'est juste pour montrer une comparaison, de voir quand la COVID a fait une réaction. Comme vous pouvez voir, nous étions dans une très bonne progression jusqu'environ au 21 mars où il a commencé à avoir une baisse. Tout ce qui était dans le pipeline des ventes ont été vendus et environ jusqu'au 2 avril, il y a eu une croissance très, très, très minime. Maintenant, le tableau de droite, c'est le mois de mai. Même couleur, foncé c'est 2020, pâle c'est 2019. Ce qui est intéressant, c'est on voit qu'il y a une progression très petite, mais on revient à un niveau de vente un peu plus intéressant autour du 20-21 mai quand les régimes de déconfinement ont commencé à s'approcher.
Vous ne pouvez pas le voir ici, mais si on compare sur les autres parties du Québec, plus que le déconfinement arrivait, plus que les ventes revenaient à leur normale. Donc, on pense que Montréal, il y a une possibilité qu'il revienne à la normale. On n'est pas sûr encore parce que la COVID est plus présente ici. Pour les copropriétés, le regroupement, encore pour le regroupement de l'Est, même chose, tableau de gauche, tableau de droite, c'est le même phénomène. À partir d'environ du 21 mars, il y a une déclinaison jusqu'environ au 2 avril qu'on voit vraiment une grosse différence. Et depuis que le déconfinement autour du 20-21 mai, il y a une petite montée, mais on ne rejoint pas les mêmes niveaux de vente de l'année passée, les mêmes progressions de vente de l'année passée. Si on regarde maintenant pour les Plex, il y avait une bonne vente de Plex présentement pour l'ensemble de la région regroupement Est de Montréal. Vous pouvez voir, les ventes étaient là au début de l'année. Ça a arrêté autour du 27-28 mars, qui est la date que ça a commencé à avoir un effet avec la pandémie. Par contre, si on voit sur qu'est-ce qui arrive présentement, même effet, on voit l'effet du confinement et l'effet du déconfinement qui commence à prendre part autour du 25 mai, mais même encore, on n'est pas rendu là présentement pour la grande région de l'île de Montréal et surtout pour le regroupement de l'Est de Montréal. Maintenant, vous êtes des courtiers, vous savez très bien, en premier, je vais revenir en arrière, les ventes résidentielles province du Québec. Au mois d'avril, il y a eu 63 % moins de ventes au Québec comparé à l'ensemble de 2019 et il y a eu 30 % moins de ventes au mois de mai. Comment que les données ont été mises? Elles sont basées sur la carte que Micah a présentée plus tôt, qui est une carte des secteurs, des secteurs de l'île de Montréal du regroupement S. Vous pouvez regarder très rapidement. Les ventes étaient de moins 63 %, moins 69 % pour l'ensemble du regroupement S, moins 51 % pour le mois de mai. À remarquer, plus que vous êtes proche de l'île de Montréal, plus qu'il y a eu une baisse de vente. Plus que vous êtes loin de l'île de Montréal, moins que les ventes ont été affectées. C'est vraiment relié sur où est la pandémie et où a été le COVID. Maintenant, si on regarde, puisque vous êtes courtier, vous savez que qu'est-ce qui est important, c'est de vendre, mais c'est aussi d'avoir des inscriptions pour avoir de l'offre. Et du côté de l'offre, qu'est-ce qui est arrivé? Encore plus intéressant, unifamilial, augmentation des offres, donc des nouvelles inscriptions pour tout le début de l'année, sauf dès que la pandémie a été annoncée, vous voyez un déclin constant. Et ensuite, à cause des politiques publiques et pas nécessairement du monde, de la psychologie ou des courtiers, mais vraiment à cause des politiques publiques, déclin total de toutes les nouvelles inscriptions qui est arrivé. Ce qui est intéressant, c'est depuis que le déconfinement a commencé à porter au Québec autour du 15-16 mai, vous pouvez voir que les nouvelles inscriptions sont revenues sur le même rythme que l'année passée. Pas au rythme du début d'année, mais au même rythme que l'année passée. Donc, il y a quand même un effet qui se fait là. Mais n'oubliez pas, les ventes ne sont pas là et vous avez plus de nouvelles inscriptions, ce qui va changer un peu l'évolution du marché. Le marché qui était très serré commence à se desserrer un petit peu à cause de cet effet-là présentement. Maintenant, pour les copropriétés, phénomène. C'est la seule partie. Même partie pour le début du mois de mars et du mois d'avril, mais ce qui est super intéressant, c'est que les copropriétés, il y a une abondance d'offres qui a commencé à arriver autour du 11-12 mai. Cette abondance d'offres dans les copropriétés peut surtout se retrouver dans le secteur de Ville-Marie, Griffington, Ville-Marie, etc., le secteur des copropriétés de cette région-là, que les nouvelles inscriptions ont commencé à polluer un peu le marché présentement à cause de tous les phénomènes et à cause des nouvelles constructions. Maintenant, ils ont été annoncés, nouvelles inscriptions, etc. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce côté-là, qui est vraiment important pour les valeurs futures des prix médians que nous prévoyons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les duplex? Sur les plex, excusez-moi. Même chose que les unifamiliales. Les nouvelles inscriptions étaient à la hausse. Et ensuite, depuis que le déconfinement dans l'ensemble du Québec du 15 mai, vous voyez que les nouvelles inscriptions sont revenues à la même conséquence. On vous parle de ces chiffres. Pourquoi? En premier, je vais vous parler des prix médians pour les régions. Avec la prochaine diaporama, voilà. Ça, c'est toutes les inscriptions résidentielles. Pour avril, on était à 75 % de moins
et pour mai, 30 % de moins pour la province de Québec. Comment qu'on le voit pour Montréal? 71 % de moins pour les inscriptions dans l'Est et 11 % seulement pour le mois de mai, surtout à cause des copropriétés. Il y a eu beaucoup, beaucoup plus d'inscriptions que ce qui avait été prévu l'année passée. Maintenant, pourquoi qu'on vous parle de ça? C'est pour voir où est l'Est de Montréal dans son cycle immobilier et pourquoi c'est important. Cette diaporama, c'est juste pour vous montrer comment on calcule le nombre de mois d'inventaire, qui sont les inscriptions et la moyenne des 12 derniers mois, sur les ventes et la moyenne des 12 derniers mois, va donner un chiffre de nombre de mois d'inventaire. Pourquoi c'est important? Si vous êtes en bas de 8 mois d'inventaire, vous êtes dans une condition de marché de vendeur. 8 à 10 mois équilibrés, plus de 10 mois acheteurs. Vous savez que Montréal, c'était très, très, très serré. On était dans des conditions de marché de vendeurs. Mais ce qui est très important, c'est ces conditions de marché ont une corrélation directe sur les prix médians. Et plus que vous êtes dans un marché serré, plus que l'augmentation des prix médians se fait rapidement et de façon exponentielle, et même à un certain endroit, un niveau de surchauffe. Donc maintenant, si on regarde comment on était à Montréal. Dans ce graphique-ci, il faut comprendre que du côté gauche, l'échelle, c'est une échelle inverse. Donc, le 0 est en haut, c'est 0 mois d'inventaire, et en bas, c'est 20 mois d'inventaire. Vous avez les conditions favorables aux vendeurs, conditions équilibrées, conditions favorables aux acheteurs, et les targets, c'est tout le temps de 0 à 8, 8 à 10 et 10 et plus. Comment Montréal était? Montréal était en 2014 janvier, était dans des conditions favorables aux acheteurs jusqu'à environ 2016 janvier peut-être. Ensuite, il y a une accélération qui s'est passée et dans les derniers mois, dans les dernières années, on était vraiment dans des conditions très, très, très hautes de resserrement du marché. Maintenant, si on regarde qu'est-ce l'effet que ça va donner et pourquoi qu'on parle de ça surtout, on va vous parler du cycle immobilier. Ça va être sur la prochaine diaporama. Les conditions du marché pour l'ensemble des secteurs de cette région, je ne vais pas y aller en détail. Il y a beaucoup de données. C'est des données intéressantes. Je suis certain que vous allez les regarder en détail. En gros, l'ensemble du marché de Montréal était dans des conditions de vendeurs dans tous les marchés, autant unifamilial, copropriété que plex. Maintenant, pourquoi qu'on vous parle de ça? C'est que tous les marchés immobiliers au monde font le même cycle immobilier. On commence tout le temps du côté gauche, dans une phase de stabilisation reprise, si on part d'une récession, et ensuite on s'en va en croissance, expansion, quand vous êtes dans un marché d'environ de 10 mois d'inventaire jusqu'à 5, 4 mois d'inventaire, et ensuite on passe dans une phase euphorique. La phase euphorique, personne ne sait exactement combien de temps que ça va durer. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 3 ans. On ne sait pas, ça dépend des conditions économiques de l'endroit que vous êtes. Mais ce qui est intéressant, c'est dans certaines parties, vous allez avoir dans la phase euphorique une surchauffe, comme qu'on voyait à Montréal. Et cette surchauffe peut peut-être provoquer une hausse des risques d'une bulle immobilière. Je ne dis pas qu'on était dans une bulle immobilière, ça peut amener une hausse des risques des bulles immobilières. Il faut vraiment faire cette distinction-là. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? S'il y a une contraction, un revirement, donc l'évolution va augmenter, le nombre de mois d'inventaire va augmenter. Il y a une déclaration rapide. Et ensuite, on passe en récession. Maintenant, à cause de la crise sanitaire, on a passé directement en récession, mais à cause des politiques publiques. Qu'est-ce qui va arriver après? Ça va dépendre surtout du retour à l'économie à la normale. Maintenant, pourquoi je vous montre ça? Pour vous montrer où était Montréal. Montréal, autant pour les copropriétés que pour les unifamiliales, on était en euphorie et on était, pour certains quartiers de Montréal, dans une surchauffe. On n'était pas dans une bulle immobilière parce qu'on a beaucoup de rattrapage à faire avec d'autres marchés, mais on était dans une surchauffe dans ce côté-là. Et je suis sûr que Charles va sûrement vous en parler plus tard et vous poser des questions dans notre question-answer à la fin. Donc maintenant, les prix médians, comment ça fait? Vous avez beaucoup de chiffres ici encore. Vous avez la colonne des trimestres, la colonne du mois de mai. Je vais parler surtout du mois de mai. Pour le mois de mai, même dans la pandémie, dans une réduction de vente, on a quand même une augmentation de 4 % pour l'unifamilial, 7 % pour les copropriétés et de 10 % pour les plex. Où qu'on s'en va avec ça?
c'est là qui est intéressant parce qu'oubliez pas, les prix médians sont reliés, sont corrélés avec notre évolution du marché. Maintenant, je passe, si je ne me trompe pas, la parole à Charles pour la crise économique et les perspectives de marché pour le regroupement Est de Montréal. Alors, merci Eric. Comme vous avez pu voir, Montréal a été quand même pas mal impacté par la crise sanitaire, hein, avec un recul très important des ventes et des inscriptions donc, au cours des dernières semaines. Puis la récupération se fait relativement lentement si on se compare à d'autres marchés québécois, notamment Sud-Québec qui est en feu, malgré la crise sanitaire. Donc, on a évalué la crise sanitaire, l'impact sur le marché de Montréal, mais le deuxième effet, ça va être la crise économique qui s'en vient, ou qu'on est en train de vivre plus exactement, et quel va être l'effet à plus long terme sur le marché de Montréal. Donc, si on regarde un petit peu les prévisions économiques, bon, en deuxième trimestre, on va connaître, en premier trimestre, on a connu une contraction de la croissance économique, et le deuxième trimestre, on s'enligne vers une forte contraction de la croissance économique. Donc, 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB, eh ben, ça nous donne techniquement une récession. Donc, en 2020, on sera en récession. Oui, mais elle sera de courte durée. Disons que l'impact va être de courte durée parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un rebond de l'activité au troisième trimestre qui va aussi se poursuivre au quatrième trimestre 2020, avec par la suite une normalisation de la croissance pour les prochains, pour 2021. Donc, comment ça se traduit en termes de taux de chômage? C'est très important d'évaluer cette statistique qui a un impact direct sur la confiance des consommateurs et des acheteurs. Donc, une forte hausse du taux de chômage, une accélération extraordinairement forte, qui est un petit peu rarissime de voir des hausses aussi rapides du taux de chômage. Donc, mois d'avril, on était à 17% de chômage au Québec, passant de 5% à 17%, c'est assez extraordinaire. Ceci étant dit, on pense qu'on va piquer, donc le taux de chômage va atteindre son sommet au deuxième trimestre, puis ensuite va se résorber par la suite. On va pouvoir passer le cap grâce, donc il y a beaucoup de chômage temporaire hein, dans ce chômage-là, qui est finalement temporaire parce que le gouvernement supporte, Maïka, tu peux revenir s'il te plaît à la diapositive. Le gouvernement supporte pas mal donc les travailleurs et les entreprises en ce moment. Vous savez qu'il y a des investissements, pas des investissements, mais des programmes tout à fait extraordinaires, exceptionnels pour supporter l'économie en ce moment. Donc, on pense qu'on va passer le cap, qu'on va pouvoir faire le trait d'union jusqu'à la reprise de l'économie dans la deuxième moitié de l'année et qu'une bonne partie des travailleurs qui sont au chômage, en chômage partiel ou temporaire, vont pouvoir retrouver leur emploi. Ceci étant dit, il y en a pas mal qui vont rester sur le carreau, malheureusement. Il y a des secteurs qui ont été très affectés, comme le secteur de la restauration, du tourisme, de la culture de manière générale, puis certains secteurs aussi plus gros, comme le secteur de l'aéronautique, hein, qui a été pas mal touché. Donc, on devrait retrouver un chômage plus bas, mais supérieur à ce qu'on avait connu au cours des dernières années. Donc ça va avoir un impact quand même sur l'économie. Alors, si on peut passer la diapositive d'après. Alors, malgré tout, on est très positif pour la suite des choses. Pourquoi? Parce que la province du Québec était la mieux préparée pour absorber le choc économique, avec une économie avantageusement diversifiée, et notamment à Montréal, notamment avec cette forte croissance des emplois dans le secteur des technologies de l'information, et plus précisément dans l'intelligence artificielle, tous ces secteurs à forte valeur ajoutée et qui entraînent aussi l'arrivée, ou en tout cas qui attirent des emplois à des salaires plus élevés.
À Montréal, enfin, de manière générale, au Québec, les ménages sont moins endettés avec une meilleure épargne, mais c'est un petit peu moins vrai à Montréal, hein, où les prix des propriétés sont plus élevés, donc les hypothèques les paiements hypothécaires plus élevés aussi. Et il faut aussi dire que les prêts à la consommation sont plus importants à Montréal qu'ailleurs au Québec. Bon, ça c'est une petite parenthèse pour Montréal. Les finances publiques au Québec sont en meilleure posture et donc les gouvernements successifs, hein, surtout le dernier gouvernement, a accéléré le rythme des investissements dans les infrastructures, une politique très expansionniste au niveau budgétaire. Donc, ça va permettre d'absorber le choc aussi. Enfin, on bénéficie de taux d'intérêt extrêmement bas. Donc, ça va stimuler la croissance malgré tout, même si l'impact est moins important que ce qu'il a pu être au cours des dernières années, parce qu'on est habitué à cette situation maintenant, mais ça va quand même stimuler la croissance et le marché immobilier. Alors, comme je vous disais, les différents paliers du gouvernement supportent massivement les ménages et les entreprises, donc ça va nous permettre de passer le cap. Et le Québec offre le plus important support par rapport aux autres provinces. Toutefois, les jours passent et on voit que le virus offre des surprises. Donc, on n'a pas encore de traitement, c'est pas évident. On parle d'un risque d'une nouvelle vague virale à l'automne. Donc, tout ça nous impose d'être très prudents malgré tout. Alors, il faut s'organiser en conséquence. Ça veut dire que l'économie va repartir, mais elle va être un petit peu contrainte par les règles sanitaires qu'on nous impose. Le secteur productif, les entreprises vont devoir composer avec des règles qui font que la productivité va être moins importante. Les régions ne sont pas, sont pas toutes sur le même pied d'égalité, hein. Bon, il y a des régions comme Québec qui ont un secteur gouvernemental plus important, donc plus de stabilité. D'autres RMR, par exemple, comme Saguenay, sont beaucoup plus impactés par vraiment la forte baisse de la demande mondiale pour les matières premières. Ça, ce sont des éléments. Bon, Québec, Montréal est quand même positionné de manière intermédiaire avec une base économique plus diversifiée, comme je vous le disais tantôt. Ce qui est un petit peu embêtant pour Montréal aussi, c'est la frontière, la fermeture des frontières qui limite les flux migratoires. Vous savez que Montréal est un point de chute pour l'immigration et qui supportait pas mal le marché immobilier jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est des éléments qu'on va regarder plus tard. On pense que de nombreux secteurs ne reprendront que graduellement. Alors, comme je vous disais, les secteurs donc de la restauration, des secteurs aussi du commerce de détail sont plus impactés par la crise que d'autres secteurs plus résilients, hein, comme je vous le disais, comme le secteur des technologies d'information ou le secteur gouvernemental ou le secteur de la construction. Plusieurs secteurs sont gravement touchés, effectivement, et la confiance des ménages donc, pourrait être plus profondément affectée au cours des prochains mois. Donc ça, c'est à suivre de près. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que le secteur immobilier résidentiel devrait quand même tirer son épingle du jeu dans le sens où l'habitation, le secteur résidentiel, la maison n'est plus forcément vue comme un lieu de vie, mais aussi de plus en plus comme un lieu de travail. Donc, il y a un changement qui s'opère et ça va impacter les comportements des acheteurs et ça va avoir un effet positif sur le marché résidentiel. Donc, les attentes envers le logement vont évoluer. Les principaux paramètres économiques suivis donc pour faire notre projection et pour notre prévision de marché sont les suivants. Donc, c'est sûr que c'est la création d'emplois et taux de chômage, comme vous le disiez, ça c'est très important parce que ça a un impact direct sur les revenus et la confiance des consommateurs. La création des ménages, donc ça c'est la composante démographique qui est très importante dans le modèle aussi, avec donc la croissance naturelle de la population, puis aussi les flux migratoires, hein, entre les régions, mais aussi internationaux.
Le support des mesures gouvernementales, bon, ça c'est quelque chose qu'on a intégré aussi, c'est un petit peu particulier, un peu spécial en ce moment. C'est quelque chose qui vient un petit peu, comment dire, réduire les impacts négatifs qu'on peut connaître. L'activité de construction, bon, ça c'est quelque chose qui est évidemment intégré dans le modèle. Nous sommes dans un contexte où l'activité de construction est quand même relativement basse par rapport à la demande. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous assurer quand même de ne pas être dans une situation trop négative pour le marché immobilier. Puis les taux d'intérêt sont à des niveaux historiques, comme je vous le disais tantôt. Donc ça va supporter le marché. Alors, si on regarde nos prévisions, notre mise à jour de prévisions qu'on avait présentée donc au FSMI début d'année, eh ben, c'est une autre perspective avec une forte baisse prévue, hein, moins 22% de transactions pour 2020. Donc 75 000 transactions, c'est une débarque. Ceci étant dit, il ne devrait pas y avoir un impact important sur les prix, hein. Le marché est suffisamment serré pour absorber le choc. S'il va y avoir de la nouvelle offre sur le marché, des nouvelles inscriptions, mais pas suffisamment pour opérer un retournement de marché. Puis, comme je vous le disais, on est positif pour la suite. On pense que le rebond économique va s'opérer au cours à partir du deuxième semestre, puis au cours de 2021. En 2021, on anticipe donc une sorte de rattrapage avec une forte hausse des transactions, sans pour autant atteindre ce qu'on avait atteint en 2019, qui est finalement un sommet. Et on s'attend aussi à un rebond des prix. Alors, ce sera du rattrapage en partie, donc plus 9%. Évidemment, si les choses se passent moins bien, là, on rejoint… Maïka, tu peux passer la diapo? Merci. Si les choses se passent moins bien, et ben là, effectivement, on pourrait connaître… bon, on ne pense pas qu'il va y avoir une baisse supplémentaire des transactions pour 2020 par rapport à notre scénario plus de base. Là, on pense qu'il va y avoir, oui, moins de transactions encore, mais pas tant que ça. C'est surtout au niveau des prix qu'on pourrait avoir un impact négatif avec des conditions qui pourraient se déséquilibrer momentanément. Donc, avec une baisse de moins 7% pour l'unifamilial et certainement plus pour la copropriété. Pour 2021, par contre, excusez-moi, on s'attend à donc un faible rebond dans un cas de figure où les choses se passent moins bien, avec une hausse de 10% des transactions en 2021 et par contre une stabilité des prix. Donc, on aurait perdu quand même, on aurait perdu ce qui avait été acquis en 2019. Alors, comme on l'a vu, Montréal a été durement impacté par la crise sanitaire et ça, c'est essentiellement dû à la densité de la population. Bon, il y a eu certains foyers, hein, notamment dans les CHSLD. La transmission communautaire n'était pas si importante que ça. Elle s'est faite dans certains secteurs de Montréal qui étaient plus exposés à des professionnels de la santé là, qui ont malheureusement contribué à répandre le virus dans certains quartiers. Mais bon, ça reste, il faut quand même prendre un certain recul par rapport à ces données. Ceci étant dit, Montréal a été plus impacté que les zones périphériques, à l'exception de Laval, et beaucoup plus impacté que les régions, comme vous le voyez, là, les régions sont très peu impactées. C'est pour ça que les régions, de manière générale, on voit avec les dernières statistiques que le marché reprend, que finalement l'impact de la crise sanitaire a été très, très peu sensible. Alors, ça, ce sont des statistiques qu'on va on va rendre disponibles bientôt pour que vous puissiez faire la comparaison. Donc, Montréal, plus impacté, comme on l'a vu aussi avec les données présentées par Eric. Donc,
Alors, je vais passer brièvement parce que j'ai déjà parlé pas mal de la diversification économique de Montréal, qui est des secteurs qui sont plus impactés que d'autres, notamment dans le secteur de la culture, de l'hébergement, le commerce de détail, qui sont vraiment des secteurs qui impactent beaucoup l'économie de l'île de Montréal. D'autres secteurs sont, là, ce que j'ai mis en orange, sont des secteurs ont, qui sont il y a certains secteurs dans ces répartiments. Il faut quand même que je vous explique exactement ce que c'est. C'est la répartition de l'emploi selon le secteur d'activité. Donc, on compare ça par rapport à la moyenne provinciale et on voit donc les pondérations qui sont supérieures à Montréal versus la province ou inférieures. Et c'est en fonction de ça qu'on peut déterminer de quelle façon Montréal sera impacté. Donc, il y a certains secteurs en orange où l'impact est mitigé parce qu'il y a des secteurs qui sont impactés, des sous-secteurs qui sont impactés dans les secteurs montrés, puis d'autres secteurs qui sont moins impactés du fait de l'effet de diversification. On voit que grosso modo, Montréal est quand même plus négativement impacté que positivement. Heureusement que sa diversification de l'économie sauve les meubles un petit peu. Moi, c'est au niveau plus démographique que j'ai des inquiétudes, que nous avons des inquiétudes au niveau de l'équipe, avec une démographie, oui, qui est quand même intéressante pour les prochaines années, mais on voit que les gains démographiques faiblissent avec le temps, on le voit au niveau prévisionnel. Ces prévisions incluent l'effet de l'immigration. On sait que l'immigration va être un petit peu impactée par la crise que nous connaissons actuellement du fait de la fermeture des frontières et donc de l'activité qui va être reportée à ce niveau-là. Donc ça, c'est un point important à regarder. Puis aussi, il faut noter qu'il y a beaucoup de ménages qui quittent l'île de Montréal pour s'installer dans des secteurs adjacents. Donc, l'attrait des banlieues, 94% des ménages qui quittent l'île de Montréal s'installent dans les secteurs adjacents. Donc, il y a un certain attrait pour les banlieues qu'on connaissait avant du fait des prix très élevés à Montréal et de la relative accessibilité de ce qu'on pouvait trouver en banlieue en termes d'unifamilial. Bon, ça pourrait s'accélérer avec le phénomène du télétravail qu'on connaît avec la crise. Et ce sont des choses qu'on voit déjà dans nos statistiques. Éric vous a montré aussi le nombre de ventes de condominiums de copropriétés dans le centre-ville. Bon, ce n'est pas étranger à ce phénomène. Hein. Beaucoup de gens qui ont probablement mal vécu la crise et qui recherchent plus la qualité de travail et qui, avec la qualité de vie et qui, avec le télétravail, peuvent se permettre d'envisager la vie à l'extérieur de l'île. Puis aussi, il faut considérer le fait que en ce moment, le travail dans les tours à bureaux est très compliqué. Donc, le phénomène du télétravail pourrait être un petit peu plus, se maintenir un petit peu plus longtemps et devenir un petit peu plus structurel que ponctuel. Alors ça, c'est des choses qui sont à regarder de près. Et par ailleurs, ce qui alimentait aussi l'île de Montréal, hein, c'était en grande partie l'immigration. Puis l'année dernière, comme vous avez pu le voir si vous étiez à l'événement FSMI début d'année, la composante des résidents non permanents pour venir pallier les problèmes de pénurie d'emploi au Québec était très importante dans le flux migratoire, dans le sol migratoire total. C'était une composante très importante auquel on n'aura pas forcément accès en 2020. Et donc ça va porter préjudice à l'île de Montréal, qui est quand même la porte d'entrée de tous ces résidents non permanents et le lieu d'installation aussi. Puis aussi, juste pour vous rappeler, les résidents non permanents ont une plus grande propension quand même à acheter quand ils restent au pays que… donc ça, c'est une statistique intéressante qui nous est présentée par Statistique Canada. Alors, c'est indirectement un bassin d'acheteurs potentiels, les résidents non permanents, et on sait que là, quand même, le taux de rétention est quand même assez élevé. Il y a certaines études qui vont dans ce sens-là.
Alors, je vais laisser la parole à Maïka qui va vous faire un rapide tour d'horizon des projets d'investissement à Montréal qui vont venir soutenir l'activité, mais certains projets vont être mis sur le hold, il faut quand même le souligner. Alors, Maïka, je te laisse parler. Merci, Charles. Donc, oui, ici, on a la liste des principaux investissements pour 2020. On prévoyait une hausse des investissements pour cette année. Par contre, comme Charles l'a mentionné, c'est sûr que certains vont sûrement être retardés ou peut-être annulés. Certains projets immobiliers d'envergure, comme le Technopole Angus, qui a déjà commencé, devraient se poursuivre. Par contre, on sait que c'est un projet mixte. Donc, reste à voir ce qui va se passer avec les immeubles de bureaux et commerciaux. On sait que les commerces ont beaucoup de difficultés en ce moment. Les immeubles de bureaux aussi, il y a beaucoup plus de télétravail qu'avant. Donc, il faut voir ce qui va se passer avec ça, s'il va y avoir un ralentissement à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'habitation, Montréal investit beaucoup cette année pour les stratégies de développement des logements abordables. Montréal veut revenir de plus en plus de familles et on sait que les prix ont augmenté, surtout les maisons unifamiliales sont de plus en plus chères à Montréal. Donc, va investir beaucoup à ce niveau-là avec différents partenaires. On a aussi le développement commercial Royalmount, celui-là, un projet d'envergure, mais on va voir si ça va être retardé ou repoussé. Aussi, la revitalisation, beaucoup d'investissements en commerce, des artères commerciales comme Sainte-Catherine, Saint-Denis et Saint-Hubert. Encore une fois, est-ce que ça va avoir lieu cette année ou plus tard, mais va certainement être bénéfique pour l'île de Montréal. Finalement, aussi beaucoup d'investissements en transport, que ce soit pour le transport ou le transport collectif, ce qui va être bénéfique surtout pour l'Est de Montréal, le prolongement de la ligne bleue jusqu'à Anjou. Aussi, toujours en projet, mais va certainement avoir lieu un peu plus tard, la création de la ligne rose. Et puis aussi le REM qui touche plus l'ouest de l'île, mais certainement va être bénéfique pour l'île en entier, puis va faciliter l'accès surtout à l'île de Montréal. Alors, voici nos prévisions pour le marché de Montréal au cours des prochains mois et même pour 2021. Alors, comme vous le voyez, on anticipe un desserrement assez notable du marché. Un marché qui va plus du fait de l'arrivée de nouvelles inscriptions frôler les conditions de marché d'équilibre assez rapidement. Au cours des prochains mois, vous savez, la CPU va bientôt s'arrêter. Les reports de paiement hypothécaire qui étaient autorisés, accordés par les institutions financières vont bientôt arriver à terme. Tout ça, ça va se passer dans le courant de l'été et ça va avoir des impacts quand même, on pense, assez importants du fait de l'importance des secteurs qui sont touchés par l'impact économique de la crise du Covid. Alors, beaucoup de remises sur le marché de ménages qui n'ont pas d'autre choix que de remettre sur le marché leur propriété. Ce qui va nous donner donc ponctuellement une détérioration des conditions de marché. Ça va se traduire au niveau du prix médian résidentiel, donc au global, une baisse on envisage une baisse de 4% pour le marché de Montréal, donc toutes classes confondues. C'est sûr que la copropriété risque d'avoir un impact plus important que l'unifamilial. Dont je vous parlais tantôt, on va connaître un rebond des prix sur le marché avec une amélioration sensible des conditions de marché pour revenir à des conditions semblables, sans être les mêmes, mais proches de celles qu'on connaissait avant la crise du Covid. Excuse-moi, Charles, juste un instant. Je pense qu'on a eu un petit bug, donc on a eu des on and off
Donc, oui. on s'excuse des problèmes informatiques présentement. Donc, j'ai vu comme plein de monde figer, du monde bouger, du monde parler, pas parler. Donc, je ne vais pas faire D'accord. un tour de piste. Disons, tout le monde qui m'entend, levez la main droite. Super, on y va. Parfait. Désolé. Ok. Vas-y, Charles, tu peux compléter. Ouais, Merci. je regarde les images et vous êtes pas mal gelé de mon côté. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est excellent, Charles, tu Parfait. peux y aller. Où est-ce qu'à partir de quel moment vous m'avez perdu? Juste la fin de ta présentation, c'est tout. Primédia? On est parfait. Tu as parti le bout quand tu commençais sur copropriété. Merci, Madame Dorakis. Oui, copropriété sur la diapositive Primédia ou… Non, 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 non. Sur ta dernière page, sur les prix médians, quand tu as commencé à inclure les copropriétés, c'est tout. Oui, bon, ben, on pense que la correction va davantage se faire au niveau des copropriétés plutôt que des unifamiliales et des plex, évidemment. Euh, le marché locatif est quand même extrêmement serré. Puis, avec ce qui se passe, avec ces remises sur le marché, avec les gens qui vont perdre leur logement, on pense que ça va venir encore grossir les rangs des locataires dans un marché locatif encore extrêmement tendu. Ça va favoriser le marché des plex, évidemment. L'unifamilial est absolument protégé. C'est un marché qui est extrêmement tendu, puis on pense que le marché va absorber le choc sans problème. C'est plus au niveau de la copropriété qu'on a quelques questionnements. On voit déjà donc une tendance à la hausse des remises sur le marché de propriété. Donc, c'est ça qui va avoir un impact plus négatif sur le marché de l'île de Montréal pour les prochains mois, selon nous. C'est souvent aussi des premiers acheteurs. Hein, la copropriété, c'est souvent des ménages plus fragiles financièrement qui sont des propriétaires de copropriété. Donc, ce sont eux qui pourraient être les plus impactés par la crise actuelle et donc, par voie de conséquence, les petites copropriétés, les logements moins aussi adaptés aux besoins qui se trament. Hein. Les gens Ah, veulent plus d'espace. Excuse-moi, Charles, je vais t'interrompre. Oui, Merci beaucoup pour la présentation. C'est parce qu'il reste peu de oui, oui, je temps, comprends donc absolument. je dois gérer un petit peu de temps. Désolé, messieurs, Absolument. dames. On va revenir avec Charles pour compléter un peu plus tôt. Euh, Habituellement, ici, nous allons vous demander si vous avez des questions pour nous. Mais avant d'aborder cette partie-là, je veux juste faire un petit commentaire qui revient souvent. C'est l'éléphant blanc dans la pièce qu'on a, qui est le rapport de la SCHL avec le 18% de réduction des prix. C'est de la… On va passer à autre chose. OK. En gros, juste pour vous résumer vite, vite, la SCHL a fait des prix moyens pour l'ensemble du Canada et ont comparé la pire période avec la meilleure période. Habituellement, nous faisons tout le temps des comparaisons entre période par période. Eux, ils ont comparé un mois de février avec un mois d'août. Ça a donné moins 18% pour l'ensemble du Canada. Maintenant, pour le Québec, si vous regardez comme il faut leur donner et qu'on fait des comparaisons période par période, ils sont extrêmement similaires avec nos prévisions. Un peu plus négatifs, mais c'est normal, c'est la SHL. Ils ont tout le temps été plus négatifs. Mais ils sont très, très proches de nous. Donc, je vais juste expliquer ça très rapidement. Je sais que vous devez vous faire poser plein de questions. Personnellement, j'ai été visiter une maison et la courtière, la pauvre madame, m'a expliqué 18 fois de ne pas écouter la SHL et je riais un petit peu parce qu'elle ne m'a pas reconnu, donc je ne suis pas connu, mais je travaille pour vous, donc je connaissais mieux les données, c'était vraiment intéressant. Donc, il y a beaucoup de manières d'aborder ce sujet-là avec sûrement vos clients, etc. Mais le rapport est pour l'ensemble du Canada, incluant l'Alberta, qui sont en problème avec le secteur énergétique avant la COVID et encore pire avec la COVID. Eux, ils en affectent plus. Il y a Vancouver, qui est le côté touristique, qui affecte énormément aussi, juste sur le volume, parce que c'est le prix moyen et non le prix médian. Bon. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Charles juste de compléter un peu cette phrase-ci et ensuite, on va vous poser plein de questions. Désolé pour ça.
Ben oui, ben on va commencer par poser des questions tout de suite. Donc, moi j'aurais bien voulu avoir votre pouls concernant qu'est-ce qui se passe sur le marché de manière générale. Est-ce qu'on voit encore des offres multiples ou c'est en train de se calmer? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes qui étaient un petit peu retardées hein, du fait de la crise de la COVID, qui est en train de s'exprimer sur le marché? Mais est-ce que c'est un phénomène? Quel type de clientèle on a sur le marché en ce moment? Donc, on va choisir du monde au hasard. Moi, je suis vraiment très rapide. Madame Palma, vous avez un doigt sur le menton et vous avez l'air de réfléchir à votre question. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Jean-Philippe va sûrement vous unmuter. Parfait, Madame Palma. OK. Moi, j'ai de la misère actuellement à prendre des inscriptions. Les vendeurs veulent attendre. Puis en attendant, j'ai des acheteurs très frustrés qui visitent des maisons. Puis une fois qu'on trouve quelque chose qui a de l'allure, le vendeur demande des prix de fou. Puis, ou il y a des offres multiples. Fait que je me promène, mais j'ai de la misère à faire des closings, d'avoir des offres acceptées. Super. OK. Donc, ça, c'est intéressant. Il y avait aussi, excusez-moi, j'avais vu qu'il y avait une main levée de Mme Bégin. Si vous permettez. Merci beaucoup, Mme Palma. Vraiment apprécié. Nathalie, Oui, c'est à toi. bonjour. Oui, allô, bonjour tout le monde. Bonjour, Nathalie. Moi, je suis dans le secteur d'Annecy et on a 3 bureaux, puis on couvre une partie de l'Est aussi. Ce que Palma a dit, c'est vrai, mais nous, on a beaucoup de frustration au niveau des acheteurs parce qu'ils se retrouvent en situation de promesses multiples. Et il y a encore beaucoup de surenchères. L'inscription est difficile, puis c'est encore la fameuse roue qui tourne. Ils ne veulent pas mettre à vendre parce qu'ils ont peur de ne pas trouver. Ils ne trouvent pas, fait qu'ils ne veulent pas le mettre à vendre. Fait qu'on est dans ce cercle-là présentement où on doit rassurer les gens. Il y a eu un article là, de TVA qui a dit « Vendeurs, mettez vos maisons à vendre ». Je pense que l'association, ça serait bien de faire des coming out là-dessus pour dire aux gens qu'il y a des solutions à ça. Là, comme parce que les courtiers, présentement, ils vont mettre des délais beaucoup plus longs pour l'occupation, mettre 4 mois, 6 mois. On est prêt à faire ça, mais il faut que l'inventaire revienne. Puis là, il y a une crainte présentement. Puis ça, il faut que l'association fasse du push là-dessus pour nous aider sur le terrain au niveau des courtiers. Parce qu'il y en a Super bon point, Mme Bégin. Voilà. Super bon point. Je vais en prendre en note et je vais passer le message à notre comité des communications. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires aussi? J'ai vu que Marie-Paul Langcoupe, si vous permettez, je vais vous parler. Vous avez parlé beaucoup que Rive-Sud, NDG, partout, vous avez ce commentaire-là. Est-ce que vous pouvez élaborer, s'il vous plaît? Oui, en fait, toutes les propriétés que j'ai achetées récemment ont été en offre multiple. Même une propriété en Estrie à Stansted Est, qui est une propriété fermée. Alors, c'est toutes des offres multiples. L'autre jour, on est allé faire une offre sur une propriété à NDG, 1 million. Et excusez-moi, Marie-Paul, je suis désolé, votre micro est on and off. Donc, si vous permettez, je vais changer de conversation. Vous avez l'air super intéressante, mais j'ai vraiment de la misère à vous écouter. Est-ce que Charles, tu aurais d'autres questions? Moi, j'aimerais bien savoir si le phénomène des remises en marché des copropriétés, c'est quelque chose que vous voyez. Est-ce que vous avez des mandats de la part de promoteurs qui veulent vendre non pas de promoteurs, mais de copropriétés en ville, une hausse du nombre de copropriétés qui sont en vente en ville que vous avez le mandat de vendre? Je vais choisir quelqu'un au hasard. Madame Chantal Dufresne. Désolé, je vous ai tout averti. Moi, je prends le monde au hasard si personne ne répond. Monsieur Jean Sasseville, vous êtes le prochain, vous êtes en train de rire. Donc, attendez une seconde, je vais unmuter Madame Chantal Dufresne. Excusez-moi, et voilà. Parfait. Allez-y, Madame Dufresne. Oh, votre micro, elle ne fonctionne pas. Je suis désolé, on n'entend pas. Je vais vous muter et je vais passer avec Monsieur Sasseville. Allez-y, Monsieur Jean.
pensais à quelqu'un d'autre. Ma spécialité, c'est le multilogement, pas copropriété. Super, il y a Madame Happy Broker, Madame Chia qui aimerait parler. On va vous unmuter et on va commencer. Ça va prendre 2 secondes. Voilà, bonjour. Bonjour, salut, c'est Chai. Donc, c'est ça de notre côté, notre équipe, on vit beaucoup de demandes, autant pour l'inscription, des copropriétés, multilogements, des maisons, dans plusieurs secteurs du centre de Montréal. Et puis, qu'est-ce qu'on vit quotidiennement, c'est vraiment les offres multiples. Donc, mais la frustration, je dirais, ça ne vient pas de l'inscription, on en a quand même pas mal. La frustration, ça vient vraiment, c'est une fois que les promesses d'achat acceptées. Donc, les financements sont super comme longs. Et puis, c'est vraiment, ça rend tout le monde super nerveux. Ouais, ça, c'est vraiment pas facile. C'est beaucoup de stress pour les acheteurs et les vendeurs. Donc, ce que vous voyez, c'est que les banques sont plus regardantes maintenant, elles font plus attention. Oui. Elles ont des critères plus élevés. Et est-ce qu'elles regardent le secteur dans lequel le ménage travaille plus que d'autres choses? Est-ce que si on travaille dans le secteur je sais pas, de l'aéronautique, par exemple, est-ce que ou autre, est-ce que les banques sont plus réticentes à prêter? Est-ce qu'elles mettent une prime aussi? Mettent un taux hypothécaire plus élevé? Comment ça se passe? Ça, je ne pourrais pas commenter parce que nous, on fait juste l'immobilier, on ne s'occupe pas de l'hypothèque. OK. Oui, pardon. Merci beaucoup, Chi. Et vraiment apprécié votre expérience. Oh, excuse-moi, Charles, vas-y. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui travaillaient aussi avec des investisseurs étrangers? Chi a levé la main. Oui. Oui. Oui, je travaille avec les investisseurs étrangers pas mal. Et puis, de ce côté-là aussi, encore une fois, c'est la difficulté se trouve au niveau de financement. C'est sûr qu'un investisseur étranger, ils ont bien compris la diversification d'investissement. Donc, ils veulent aussi mettre le moins de cash dans le mise de fonds possible. Mais en même temps, c'est que les banques sont tellement frileuses en ce moment, donc ça devient très complexe. C'est vraiment, c'est tout un montage financier là, pour eux. Fait que ça alourdit beaucoup notre travail. Intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup. Bon, avant de continuer, je vais demander à mon cher collègue Jean-Philippe si on a encore du temps pour continuer ou comment ça se passe de ce côté-là. Mais pour ceux qui veulent rester, on pourrait continuer encore avec quelques questions, mais pour ceux qui souhaitent quitter, qui ont un autre engagement, l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui, en plus de la présentation, va être disponible via la section réservée aux membres sur l'extranet, sous l'onglet vidéo. Et j'aimerais juste aussi, avant qu'on quitte, offrir un petit mot de remerciement à Noël André, représentant du regroupement Est. Donc, Noël André, je te fais de la parole. Si tu peux activer ton micro de ton côté aussi. Je peux faire une impersonnation si vous voulez. Oui, malheureusement, le micro de Noël André ne fonctionne pas. Donc, Éric, je te laisse encore prendre quelques questions si tu le désires, mais pour les autres membres, encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, Jean-Philippe, vraiment apprécié. Je souhaite la bonne journée, beaucoup de ventes et beaucoup de nouvelles inscriptions à tous les courtiers qui vont nous quitter. Mais si vous voulez continuer, bien entendu, est-ce que vous auriez des questions directes à nous poser vous-même en premier sur n'importe quelle section de l'analyse de marché? Ne vous gênez pas, vous me connaissez, je peux choisir le monde au hasard, moi. On a une oui, j'ai vu une question. Oui, vas-y, JP, vas-y. Oui, on a M. Adam. Donc, M. Adam, je vous active le micro. Oui, au fait, on n'a pas vu peut-être une analyse par rapport aux dupes, par rapport aux gens qui vendent par eux-mêmes. Est-ce qu'il y a de l'information par rapport aux statistiques? Oui, bonjour, M. Adam. J'ai répondu un peu ça dans le chat pendant la conversation plus tôt. Une fois de temps en temps, nous faisons des statistiques juste pour le montrer.
habituellement, en gros, depuis plusieurs années, c'est toujours la même proportion. Les statistiques qu'on a, c'est centriste, c'est environ 80% du marché québécois pour toutes les transactions qui existent résidentielles. Ça change pratiquement jamais. Et il y a beaucoup de courtiers aussi qui font affaire avec le monde du proprio, mais qui ne sont pas nécessairement enregistrés dans les transactions que nous produisons. Parce que, excusez, durant le confinement, eux, ils se permettaient de faire des visites, or que nous, agents, on s'est arrêtés à peu près. Je suis d'accord avec vous. Par contre, ce sont des politiques publiques et on n'a pas de statistiques sur des politiques publiques en tant que telles. C'est les politiques publiques qui ont décidé qui pouvait faire quoi ou pas. L'association a vraiment fait beaucoup de lobbyisme pour restreindre ou étendre nos responsabilités. Mais je ne peux pas vraiment parler de ça. Je peux vous parler plus des vraies statistiques que nous avons présentement. Ceci étant dit, c'est un genre d'analyse qu'on peut faire, mais c'est quand même, ça prend un certain temps. Si vous permettez, M. Adam, j'ai une question de Carole sur est-ce que vous nous avez présenté, est spécifique à l'Est de Montréal ou c'est assez pareil partout? Juste pour vous répondre, l'Est de Montréal est similaire à Montréal, s'approche des périphéries, très différent de l'extérieur. C'est vraiment relié avec où l'éclosion du COVID s'est passée. Plus que vous êtes proche du centre de Montréal, plus que l'effet était senti, plus que vous vous éloignez, moins l'effet était senti. Les régions les plus intéressantes à regarder vraiment de ce côté-là, c'est genre Laurentides, Lanaudière ou Montérégie. Si vous regardez Laurentides, tous ceux qui font partie de la RMR de Montréal, très similaire à Montréal, très éloigné, ça n'a rien changé. Pour votre information, toutes les autres présentations de toutes les régions qu'on a faites sont présentes dans l'extranet et vous pouvez avoir accès. Vous pouvez vraiment voir les différences selon les MRC et c'est partout pareil. Plus que vous éloignez de Montréal, plus que vous étiez proche d'une normale habituelle, plus que vous êtes proche de Montréal, plus qu'il y avait un effet de réduction de vente et de réduction des inscriptions. Et inscription, surtout, c'est une politique publique, donc on est un peu coincé avec ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je lis en même temps. Je regarde s'il y a des mails. Il y avait M. Normand. Est-ce que M. Normand est encore là? Je l'ai vu tout à l'heure lever la question. Oui, M. Normand, je vous ai vu lever la main tout à l'heure. On va vous donner la parole, si vous permettez. Bientôt, bientôt. Mon cher JP, est-ce que tu vois Normand? Oui, je le vois, mais pour une raison, incapable d'activer son micro. Donc, Normand, si tu es capable de ton côté. Est-ce que vous voyez un bouton qui fait « Oui. Parfait, ça marche. » Merci beaucoup. Bonjour. Je pensais que vous étiez langage des signes. Oui, c'était en particulier le secteur commercial. En quoi que le secteur commercial, par rapport dans le développement, là, comment est-ce que il suit la même tendance que l'immobilier général? Le secteur commercial, c'est-à-dire les centres commerciaux et… Non, l'immobilier commercial. Des immeubles… les petits immeubles à commerce ou les commerce, oui, ou industriels. Industriel et commercial. L'immeuble, les bâtisses industrielles. L'immobilier commercial. Nous, ce n'est pas un secteur que l'on suit précisément. Ceci étant dit, le secteur commercial va être plus négativement impacté que le secteur résidentiel. Donc ça c'est… Vous n'avez pas de statistiques, vous n'avez pas de prévision à cet effet-là? Pas encore. Okay, on travaille là-dessus. Pour votre information, M. Normand, nous avons un nouveau système de collecte de données et d'analyse des données. Nous sommes dans la production d'aller plus en détail et dans la prochaine année, vous allez avoir plus de détails sur le côté commercial, sur le côté locatif, etc. Mais ce n'est pas tout de suite. Merci. Désolé, je sais que ça ne vous aide pas pour aujourd'hui, mais est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur le résidentiel? Écoute, Éric, s'il n'y en a pas, moi j'en ai une. Parfait, vas-y Charles. Charles a une question. Je voulais savoir si vous voyez de plus en plus de gens qui vendent pour partir en périphérie. Non, pas qui vendent, qui mettent des inscriptions pour essayer d'aller en périphérie. Oui, qui inscrivent leur propriété pour pouvoir partir en périphérie.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Un courtier. Monsieur Ronald Leblanc, vous avez l'air songeur sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous aider à répondre? On va vous unmuter dans 2 secondes. À bientôt. Il y a un petit délai dans le système. Voilà. Ronald. Bonjour tout le monde, bonjour. Écoutez, moi c'est particulier, je travaille à Montréal, donc je suis dirigeant d'agence pour Keller-Williams, mais j'habite aussi dans le Nord. Ce que je peux vous dire par rapport au Nord, dans le secteur de Prévost, Saint-Sauveur et tout ça, c'est qu'on voit que ça devient de plus en plus un marché de vendeurs, alors qu'avant on était sur un marché acheteur dans les Laurentides. Ça prenait une éternité évidemment à vendre. Actuellement, on est en train de voir, surtout dans mon secteur à moi qui est Prévost, manque d'inventaire. Et puis, tout est en train de se vendre. On a des courtiers normalement qui ont des 30-40 listings de façon régulière et qui sont rendus à peu près en moyenne avec 5 listings en inventaire du point de vue familial. Donc, c'est clair que nous, en tout cas, pour avoir discuté avec des courtiers dans le coin, beaucoup de propriétaires avant pensaient de vendre pour s'en aller dans des secteurs comme Montréal et Laval, pour s'en aller en condo, être près des cafés, des restos, des théâtres et tout ça. Sauf qu'avec ce qu'on a vécu comme crise dans les derniers mois, je crois qu'il y a beaucoup de propriétaires qui vont se dire finalement on est peut-être mieux chez nous, en campagne ou en région, au lieu d'être confinés, si jamais il y avait une deuxième vague, d'être confinés dans un condo ou dans une tour. Fait que moi, j'étais d'accord avec ce que vous disiez au début, dans le sens que tout ce qui est en périphérie de Montréal, ça devrait quand même bien aller. Surtout en plus qu'on a quand même beaucoup de travailleurs qui sont en télétravail. Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, M. Leblanc, vraiment apprécié. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres courtiers qui voudraient rajouter sur les commentaires de M. Leblanc? Faites attention, je vais encore choisir au hasard. Tout le monde décroche. Vous voyez toutes les caméras partir. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, moi, personnellement, j'aimerais vous remercier de votre participation et n'hésitez pas à contacter notre groupe et Maïka et moi pour répondre à toutes les questions que vous avez sur stat@apcq.ca. Nous sommes là pour vous. Charles, est-ce que tu veux conclure? Écoutez, surtout, il faut qu'on garde le lien. Donc, on va essayer de faire ce petit exercice au moins une fois par an pour qu'on puisse échanger, peut-être davantage. Là, on a fait une présentation un peu grosse, mais peut-être rendre ça un petit peu moins formel et se donner le temps de se parler plus souvent pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre le marché, puis aussi de notre côté, vous accompagner aussi sur le terrain. Juste pour Jean-Philippe, c'est à toi de conclure, mon cher ami. Oui, donc, encore une fois, merci beaucoup pour la présence de tous et toutes. J'ai vu M. Noël, André, qui levait le... Est-ce que vous voulez parler? Tu as Brigitte et... Non, pas Brigitte. M. Noël, est-ce que vous voulez parler ou vous avez levé la main ou j'ai imaginé? J'ai imaginé. Vas-y, mon cher JP, je m'excuse encore. Bon, mais donc, juste pour encore une fois remercier la présence de tous et toutes et que l'enregistrement et la présentation vont être disponibles. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente journée et on espère vous voir en ligne avec nous pour l'Assemblée annuelle du 11 juin prochain.